Depuis toujours, l'humanité se pose une question fascinante. Qui fut le premier? Qui a bâti la première civilisation organisée, avec ses villes, ses rois, son écriture, sa culture et sa vision du monde? Quand on lit les manuels scolaires, on nous parle souvent de la Grèce antique, de Rome ou encore des civilisations mésopotamiennes. Mais rarement on nous invite à réfléchir à une autre distinction. Si l'on parle en termes de grands ensembles humains, quelle est la première civilisation des Noirs et celle des Blancs? Cette question n'est pas anodine. Elle dérange, elle fait réfléchir, parce qu'elle touche à l'histoire profonde de l'humanité et aux idéologies qui ont voulu hiérarchiser les peuples. Pendant longtemps, certains historiens occidentaux ont cherché à nier que l'Afrique ait pu porter en elle des civilisations anciennes et puissantes. Ils préféraient présenter l'Afrique comme un continent sans histoire, comme une terre de peuples dits primitifs. Mais cette vision est fausse, totalement fausse. Et aujourd'hui, les preuves archéologiques, historiques et scientifiques sont là pour rétablir la vérité. Alors, quand on compare les deux ensembles, l'Afrique noire et l'Europe blanche, on découvre une chose incroyable. Les premières civilisations noires sont bien plus anciennes que les premières civilisations blanches. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans ce voyage à travers le temps. Nous allons découvrir la Nubie, berceau africain au sud de l'Égypte actuelle, et l'Égypte pharaonique, cette terre noire qui a donné au monde certaines de ses plus grandes avancées. Puis nous irons en Europe pour voir émerger la Crète minoenne, la première civilisation européenne connue. Enfin, nous comparerons les dates, les réalisations, et nous poserons la question « Pourquoi ce fait historique est-il si peu enseigné ?» Tu vas voir, l'histoire est encore plus passionnante quand elle n'est pas tronquée. Et surtout, elle nous rappelle une vérité fondamentale, l'Afrique fut le premier berceau des civilisations humaines. Quand on parle de civilisation noire, il ne s'agit pas seulement de communautés vivant de chasse, de pêche ou d'agriculture de subsistance. Le mode civilisation implique un ensemble beaucoup plus vaste. Un peuple capable de bâtir des villes, de développer une organisation politique hiérarchisée, de mettre en place une religion structurée, un système économique basé sur l'échange et la spécialisation, ainsi qu'un art qui exprime sa vision du monde. Et si l'on suit cette définition, les plus anciennes traces de civilisation noire se trouvent en Nubie, dans la vallée du Nil, au sud de l'Égypte actuelle, et l'Égypte pharaonique, cette terre noire qui a donné au monde certaines de ses plus grandes avancées. La Nubie abrite ce que l'on appelle le royaume de Tasseti, daté d'environ 3500 avant Jésus-Christ. C'est bien avant que l'Égypte elle-même ne soit unifiée par le pharaon Narmer. Les fouilles archéologiques dans la région ont révélé des tombes royales richement décorées, des armes, des fortifications, ainsi que des objets artisanaux d'une finesse surprenante. Ces découvertes prouvent que Tasseti n'était pas une simple chefferie tribale, mais bel et bien un royaume centralisé, avec un pouvoir politique, militaire et spirituel fort. En clair, c'est l'une des toutes premières civilisations organisées de l'humanité, et elle est africaine, donc noire. Mais ce qui rend la Nubie encore plus fascinante, c'est qu'elle a influencé directement la naissance de l'Égypte pharaonique. Vers 3100 avant Jésus-Christ, Narmer, parfois appelé Ménès, parvient à unifier la Haute et la Basse Égypte, donnant naissance à ce que les anciens appelaient Thémet, la terre noire. Ce nom n'était pas choisi au hasard, il faisait référence à la fertilité du sol apportée par le Nil, mais aussi à l'identité même des peuples qui composaient cette civilisation, liée à l'Afrique noire et à la Nubie voisine. Loin de l'image figée que l'on a souvent en tête, l'Égypte était une civilisation profondément africaine, liée par le sang, la culture et la religion au royaume du Sud. Les pharaons entretenaient des mariages, des alliances et même des guerres avec la Nubie, preuve que cette région n'était pas secondaire, mais faisait partie intégrante de l'histoire du Nil. Les représentations artistiques, les statues, les fresques et les bas-reliefs égyptiens montrent de nombreux personnages, rois, prêtres, soldats, représentés avec des traits négroïdes et une peau noire ou brune foncée. Ces images sont des preuves visuelles claires, mais qui ont souvent été volontairement ignorées ou minimisées dans l'historiographie occidentale. Kémet n'était pas seulement une puissance militaire et politique, c'était un centre de savoir universel. Les Égyptiens inventent l'écriture hiéroglyphique qui permet non seulement de garder des archives, mais aussi de transmettre des connaissances religieuses, médicales et scientifiques.
Ils bâtissent un système administratif complexe, capable de gérer des milliers de fonctionnaires, des impôts et l'organisation de gigantesques chantiers. C'est en Égypte qu'on voit pour la première fois de véritables monuments en pierre colossaux, pyramides, temples, statues, dont certains sont encore debout aujourd'hui après plus de 4500 ans. Mais la grandeur de Kémet ne se limite pas à ces pierres. Les Égyptiens maîtrisaient les mathématiques, l'astronomie et surtout la médecine. Le nom d'Imhotep, vizir du pharaon Djéser et concepteur de la première pyramide à degrés, reste dans l'histoire comme celui du premier médecin et savant connu de l'humanité. Il observait, diagnostiquait, prescrivait des remèdes à base de plantes, à une époque où beaucoup d'autres peuples se fiaient encore uniquement à la magie et aux superstitions. Les Grecs eux-mêmes, plusieurs siècles plus tard, le vénérèrent comme un dieu de la médecine, assimilant Imhotep à leur propre divinité, Asclépios. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que tout cela existait des siècles avant que l'Europe n'ait sa première civilisation. Quand la Crète minoenne posera ses premières pierres vers 2700 avant Jésus-Christ, l'Afrique avait déjà inventé l'État, l'écriture, la médecine, l'ingénierie et les sciences de l'observation. Et pourtant, cette réalité a longtemps été niée. Dans les livres d'histoire occidentaux, on a refusé de dire que l'Égypte était africaine. On a inventé des théories absurdes, la présentant comme une civilisation méditerranéenne ou même issue d'un peuple extérieur mystérieux, pour surtout ne pas admettre qu'une grande civilisation noire avait écrit la première page de l'histoire de l'humanité. Mais les preuves archéologiques, linguistiques et iconographiques sont là. La Nubie et l'Égypte furent bel et bien les premières civilisations noires de l'histoire humaine. Si l'on se tourne maintenant vers l'Europe, l'histoire prend une autre allure. Contrairement à l'Afrique, où la Nubie et l'Égypte avaient déjà bâti des royaumes centralisés, l'Europe, pendant longtemps, est restée marquée par des sociétés tribales dispersées, organisées autour de clans et de chefferies locales. Pour voir apparaître une véritable civilisation, avec un État structuré, une écriture et un art raffiné, il faudra attendre plusieurs siècles de plus. C'est en Crète, une île de la Méditerranée, que l'on retrouve la première civilisation européenne reconnue, la civilisation minoenne, qui émerge vers 2700 avant Jésus-Christ. Le nom minoen leur a été attribué bien plus tard, par l'archéologue britannique Arthur Evans, en référence au roi légendaire Minos. Ce roi mythique est lié au fameux mythe du labyrinthe et du Minotaure, une légende qui, même si elle n'a pas de valeur historique, illustre à quel point les Minoens ont marqué l'imaginaire grec et européen. Mais au-delà du mythe, les fouilles archéologiques ont révélé une société étonnamment avancée pour son époque. Les Minoens ont développé de véritables palais monumentaux, dont le plus célèbre est celui de Knossos. Loin d'être de simples résidences royales, ces palais étaient des centres politiques, économiques et religieux. On y trouvait des entrepôts pour stocker les récoltes, des ateliers pour les artisans, des salles décorées de fresques colorées et même des systèmes complexes de canalisation pour l'eau. À une époque où beaucoup de peuples d'Europe vivaient encore dans des huttes en bois ou en pierre, les Minoens avaient déjà mis en place une architecture sophistiquée et organisée. L'écriture minoenne, appelée linéaire A, reste encore aujourd'hui mystérieuse et non déchiffrée. Mais son existence prouve que cette civilisation avait besoin d'un système d'archives, probablement pour gérer le commerce, les impôts et la religion. Plus tard, les Mycéniens, qui héritèrent de certains aspects minoens, développeront le linéaire B, une écriture grecque archaïque. L'art minoen est l'une de leurs plus grandes richesses. Contrairement aux Égyptiens, qui représentaient surtout des dieux et des pharaons, les Minoens peignaient des scènes de vie quotidienne, des jeunes gens pratiquant le saut au taureau, des danses, des processions religieuses, mais aussi la mer et ses animaux. Cela reflète une société joyeuse, dynamique, étroitement liée à son environnement naturel. Leur art montre aussi une place importante accordée aux femmes, ce qui a poussé certains chercheurs à suggérer que la Crète minoenne pourrait avoir été une société relativement égalitaire, voire centrée sur un culte de la déesse mère. Mais ce qui fait la force des Minoens, c'est surtout leur puissance maritime. Située au cœur de la Méditerranée, la Crète devient un véritable carrefour commercial. Les Minoens échangent avec l'Égypte pharaonique, la Mésopotamie et les peuples du Proche-Orient.
Ils importent du papyrus, de l'ivoire, de l'or et exportent de l'huile d'olive, du vin, de la poterie fine. Leur flotte n'est pas seulement commerciale. Elle leur donne aussi une influence politique dans toute la mer Égée, ce qui fait dire à certains historiens que les Minoens furent peut-être les premiers à instaurer une sorte de thalassocratie, une domination par la mer. La civilisation minoenne connaît son apogée entre 2000 et 1500 avant Jésus-Christ, mais elle est brutalement fragilisée par une série de catastrophes naturelles. La plus célèbre est l'éruption du volcan de Santorin, vers 1600 avant Jésus-Christ, l'une des plus puissantes explosions volcaniques de l'histoire. Elle provoque des tsunamis, détruit des villes et affaiblit durablement la Crète. Cet affaiblissement ouvre la voie à l'arrivée d'un autre peuple grec venu du continent, les Mycéniens, qui s'emparent peu à peu des richesses et de l'héritage minoen. Malgré leur déclin, les Minoens laissent une empreinte profonde dans l'histoire européenne. Leur architecture, leur art et même leurs mythes nourriront la Grèce antique, qui à son tour influencera Rome et toute l'Europe occidentale. En ce sens, les Minoens sont considérés comme la première grande civilisation de l'Europe blanche. Mais il faut bien souligner une chose essentielle. Les Minoens apparaissent environ 800 ans après la Nubie et près de 400 ans après l'unification de l'Égypte. Quand l'Europe en est encore à bâtir ses premiers palais, l'Afrique noire avait déjà inventé l'État, l'écriture, la médecine, l'astronomie et construit des monuments qui défient encore le temps. Cette comparaison chronologique remet en perspective l'ordre des choses. Les racines de la civilisation humaine plongent d'abord en Afrique, avant de s'étendre ailleurs. Après avoir parcouru l'histoire des premières civilisations africaines et européennes, il est temps de poser la question essentielle. Qui fut véritablement le premier ? Les faits archéologiques, historiques et chronologiques sont clairs et ne laissent place à aucune ambiguïté. La Nubie, avec le royaume de Tasséti, dès 3500 avant Jésus-Christ, présente des éléments caractéristiques d'une véritable civilisation, des tombes royales, des fortifications et une organisation politique hiérarchisée. Nous ne parlons pas ici de simples villages ou de tribus, mais bien d'un État structuré, avec une élite dirigeante et une population organisée autour d'institutions. L'Égypte, qui surgit quelques siècles plus tard, vers 3100 avant Jésus-Christ, sous l'impulsion du pharaon Narmer, perfectionne ce modèle et l'élève à un niveau jamais atteint auparavant. Avec Kémet, l'Afrique noire offre au monde l'un des États les plus puissants et les plus durables de l'histoire, capable de traverser des millénaires tout en conservant une continuité culturelle et politique exceptionnelle. De l'autre côté de la Méditerranée, en Europe, il faut attendre encore plusieurs siècles avant de voir apparaître une civilisation organisée. C'est en Crète, autour de 2700 avant Jésus-Christ, que les Minoens bâtissent leurs palais, développent leur art et inventent leur propre système d'écriture, connu sous le nom de linéaire A. Il marque une étape décisive dans l'histoire européenne, mais il est important de rappeler que cette émergence se produit près de 800 ans après la Nubie et près de 400 ans après l'unification de l'Égypte. La conclusion est donc évidente. Les civilisations africaines précèdent les civilisations européennes de minimum plusieurs siècles, et parfois presque d'un millénaire. Pourtant, malgré ces évidences archéologiques, un récit différent a longtemps dominé dans les manuels scolaires occidentaux. Ce récit présente la Grèce comme le berceau de la civilisation. On nous répète que c'est là que seraient nées la philosophie, la science, la démocratie et la rationalité. Le reste du monde, et notamment l'Afrique, est souvent relégué à un rôle secondaire, comme si les Grecs avaient inauguré seuls la marche de l'humanité vers le progrès. Cette version des faits est séduisante, car elle construit une ligne droite qui mène directement de la Grèce à Rome, puis à l'Europe moderne. Mais elle est fausse, ou du moins profondément tronquée. La Grèce et Rome ont été des civilisations brillantes, cela ne fait aucun doute, mais elles ne furent pas les premières. Bien avant elles, l'Afrique avait déjà inventé l'État, conçu des systèmes d'écriture, développé une médecine avancée, édifié des monuments colossaux et réfléchi à la place de l'homme dans l'univers à travers une cosmologie raffinée. De même, la Mésopotamie avait déjà ses cités-États et ses innovations sociales et techniques. Alors pourquoi ce mensonge, ou plutôt cette omission volontaire, a-t-il persisté si longtemps ? 3 grandes explications permettent de comprendre cette réécriture de l'histoire. La première est l'eurocentrisme. Depuis la Renaissance, et plus encore à partir des Lumières, l'Europe s'est construite une image d'exception. Pour justifier son rôle de moteur de l'histoire humaine, elle a placé la Grèce et Rome au centre de son récit fondateur. Tout ce qui ne s'inscrivait pas dans cette ligne a été minimisé, ignoré ou transformé. La deuxième explication est la peur de reconnaître la grandeur africaine.
Admettre que des civilisations noires et africaines avaient été les premières au monde à ériger des monuments, à organiser des États et à produire une pensée structurée, c'était bouleverser l'ordre établi et remettre en cause la hiérarchie implicite qui plaçait l'Europe au sommet. Enfin, la troisième raison est liée au poids de l'esclavage et de la colonisation. Au XIXe et XXe siècle, les puissances européennes justifiaient leur domination en présentant l'Afrique comme un continent arriéré, primitif et incapable de civilisation. Reconnaître que l'Afrique avait été le berceau des premières civilisations aurait détruit cette propagande. Il fallait donc taire, ou au moins déformer la vérité. Or, les avancées de l'archéologie moderne et des recherches interdisciplinaires ne permettent plus de nier l'évidence. Aujourd'hui, la vérité est claire. L'Afrique a été la première à organiser des royaumes centralisés, la première à bâtir en pierre des monuments qui défient encore le temps, la première à inventer des systèmes d'écriture, la première à développer une médecine rationnelle et une cosmologie scientifique. Lorsque l'Europe commençait à peine à ériger ses premiers palais en Crète, l'Afrique possédait déjà 8 siècles d'avance en matière d'organisation sociale, de science et de pensée spirituelle. Dès lors, la question « qui fut le premier ?» trouve une réponse nette et incontestable. Ce furent les Africains, les Noirs avec la Nubie et l'Égypte. Redire cette vérité aujourd'hui n'est pas un acte de revanche, ni une volonté de rabaisser les autres civilisations, mais un acte de justice historique. C'est redonner à l'Afrique la place centrale qu'elle mérite dans l'histoire de l'humanité. Et si cette vérité était enseignée dans toutes les écoles du monde, l'image de l'Afrique, encore aujourd'hui trop souvent dévalorisée, serait totalement différente. Les peuples africains ne seraient plus vus comme arriérés ou en retard, mais comme les pionniers de l'histoire humaine, ceux qui ont montré la voie que les autres civilisations ont ensuite empruntée. En réalité, comprendre cela, c'est plus que de l'histoire. C'est le redonner aux Africains et au monde entier la conscience que le commencement de l'aventure humaine s'est écrit en Afrique par des mains noires.